va vous diffuser la réalisation d'un atelier que j'ai réalisé moi-même. Et donc, je me suis filmée pour ça. Et on va vous passer ce film-là et puis vous accompagner dans l'analyse de l'activité avec un outil qu'on a choisi. On veut vraiment, l'objectif, c'est d'écrire et comprendre et non pas juger et non pas évaluer. Hein. On est bien dans une approche de type ergonomique, une approche de type de psychologie ergonomique. Hein. On essaye de décrire et comprendre les actions que va mettre en œuvre Claire, mais que tout sujet met en œuvre dans une activité quelconque. Ici, il s'agit d'ETP, mais moi, c'est un transfert que je fais d'autres domaines. Les actions, les buts, les raisonnements et les connaissances qui fondent son activité. Nous, on a choisi de vous faire vivre un entretien d'autoconfrontation simple, c'est-à-dire que là, Claire, elle a été filmée et elle va être mise face aux traces de son activité et elle va être invitée à dire ce qu'elle est en train de se voir faire. C'est ça l'autoconfrontation. C'est-à-dire qu'on confronte le sujet qui agit aux traces de sa propre activité et vous allez voir ce que ça donne sur justement l'explicitation, la mise en mots. Hein. Explicitation, ce n'est pas l'explication, hein. C'est vraiment je mets en mots ce qui est implicite dans ce que je fais. C'est tout sauf une modélisation. Hein. Il faut vraiment que vous soyez disposés à décrire et comprendre et non pas comment évaluer. Alors, c'est très important. Là, on a effectivement après mené ce qu'on appelle une autoconfrontation. Donc, cet enregistrement vidéo, Claire, je lui avais demandé de sélectionner des temps, des moments significatifs pour elle, de son activité, de sa propre activité. La consigne était, on va regarder ensemble l'enregistrement de ta séance, tu vas te regarder faire, si tu as toute la liberté de faire des pauses, de commenter, et moi, je m'autoriserai aussi à te demander d'arrêter et à réagir également. Voilà, donc on essaye ensemble de revisiter cet enregistrement. Cette posture dans l'entretien d'autoconfrontation, parce que c'est un entretien d'autoconfrontation, est essentielle et c'est pour ça qu'on a pris le temps de la transcrire. Pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour que le sujet accepte de revisiter son activité, ce n'est pas évident de se regarder faire. Hein. Je peux vous dire, moi, je ne sais pas si vous y êtes passé, on fait ça souvent dans les formations, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un professionnel. Et le cadre bienveillant de non-jugement est essentiel pour que ça puisse se faire. Et il ne s'agit vraiment pas ni de conseiller, ni de dire oh, « t'aurais pu faire ça, c'est pas mon job ». Le job, c'est d'être là comme finalement un interlocuteur, une interlocutrice qui permettent à l'autre de prendre conscience de ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment ça le job. Et à charge d'elle, de Claire, du sujet, quand on fait ça, à charge du sujet d'en faire ce qu'il veut. On a un premier niveau, Claire nous décrit les actions qu'elle met en œuvre. Hein. Je lui montre le tas de cartes, j'essaie d'être précise et à la fois soignée, je saisis la carte avec la main et la soulève, je suis attentive à ce qu'elle entend, etc. Mais vous voyez, dans le j'essaie d'être précise et à la fois soignée, la polysémie du langage fait que dans ce qu'elle nous dit, elle nous dit à la fois qu'elle essaie d'être précise et soignée, mais on peut comprendre que son intention, c'est d'être précise et soignée parce que. C'est ça qui est important, en fait, dans cette analyse. Les buts poursuivis, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'elle puisse vraiment faire focus sur ce tas de cartes. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Je lui montre, je saisis, je suis attentive à ce qu'elle entend. Du coup, là, quand on infère de ce qu'elle nous dit, finalement, on se dit, voilà, elle s'appuie sur des savoirs théoriques qui sont les 3 canaux de mémorisation qui facilitent la mémorisation, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et elle mobilise ces 3 canaux parce qu'elle a le savoir que ça, c'est important pour effectivement être compris de l'autre et surtout le mobiliser dans une action. Mais là, on a à nouveau les 3 dimensions qu'on va appeler procédurales, en fait, c'est les dimensions de l'action, première, dimension intentionnelle, les buts,
et dimension conceptuelle, les connaissances qui sont sous-jacentes. Lui, il avait traduit ça par proposition tenue pour vraie sur le réel. Ça veut dire que la conceptualisation au fond de l'action, ce n'est pas forcément des savoirs validés. C'est ce que pense Claire comme étant valide. Et vous voyez que du coup, quand on analyse l'activité avec ce cadre théorique-là, ça donne une place au sujet professionnel extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « elle applique une théorie », il s'agit de dire « elle, ce qui fonde son action, c'est ce qu'elle pense qui est vrai, proposition tenue pour vrai sur le réel ». Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais de pouvoir le mettre à jour, ça permet de le mettre en débat. Parce que tant que ça reste implicite et qu'on en reste au comportement, on n'y voit rien, on n'y comprend rien. Ici, le schème, il est en fait modélisé en 4 dimensions. On en a vu 3, je ne vais pas revenir dessus. On va juste insister sur la dimension adaptative. Parce que tout ce qu'on a traduit là dans la majorité du verbatim, c'est de l'intention, des actions et des conceptualisations. Mais pour que ça fonctionne, c'est une modélisation de comment on fonctionne dans la tête. Le schème, c'est un concept qui modélise notre fonctionnement cognitif. Heureusement, nous ne sommes pas des ordinateurs. Heureusement, nous avons du raisonnement en situation. Par exemple, moi, je suis en train de faire un calcul relationnel entre mon débit de parole et le temps qui me reste et les diapos. On est d'accord? Donc, vous voyez bien que pourtant, j'ai des actions que je mets en œuvre, j'ai des intentions et j'ai sans doute des conceptualisations en acte derrière. Mais s'il n'y a rien qui fait marcher la machine, qui met en relation, on ne comprend rien. L'activité, elle ne se réfère pas à une prescription. C'est-à-dire que quand vous agissez, même si vous avez une tâche prescrite, c'est-à-dire même si on vous a demandé de faire quelque chose, même si le conducteur, il est super, que c'est même Claire qui l'a fait, pour autant, quand vous êtes dans l'action, il y a des ajustements. La tâche effective n'est jamais la tâche prescrite. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est l'ergonomie cognitive et c'est l'ergonomie française qui apporte ça. C'est Jacques Leplat, notamment, Janine Rogalski qui a suivi sur les enseignants. Mais c'est l'idée que, jusqu'à présent, on analysait l'activité des professionnels en termes d'écart entre ce qu'ils faisaient et ce qu'ils auraient dû faire. D'accord ? Alors que là, cet outil-là permet effectivement de distinguer un espace de redéfinition de ce qu'on demande. En gros, moi, on m'a demandé de suivre le conducteur, mais qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je vais y ajouter? Comment je le lis, moi, ce truc-là? Quelle est ma représentation de cette prescription? Et ça, c'est vraiment la place du sujet qu'on remet au centre comme, effectivement, non pas un simple exécutant, mais un sujet qui pense. Donc, ces 4 niveaux de tâches. Alors, on a parlé de la tâche prescrite, c'est le conducteur. On a parlé de ce que Claire comprend, accepte, choisit de faire. Et l'histoire de « j'ai pas mis dans l'ordre, oui, non, pourtant je sais que dans le conducteur, ça y est », en fait, c'est l'ajustement, c'est même pas elle qui choisit en acte, c'est parce qu'elle est filmée et que du coup, paf, il y a quelque chose qui passe à l'as, elle est filmée, elle est préoccupée par autre chose. Et ce qui est important aussi, c'est de penser à la tâche attendue. Qu'est-ce qu'il convient de faire en ETP ? Qu'est-ce qui est attendu en ETP? Et vous voyez que selon les institutions, ce n'est pas la même chose en plus. Parce qu'il y a des cultures d'institutions sur le TP. Enfin bon, donc vous voyez, cette tâche attendue, c'est bien aussi d'aller la débusquer. Enfin, on a transcrit toute l'autoconfrontation qui dure 50 minutes quand même. On a la transcription, on a catégorisé, etc., fluoté. Et du coup, juste pour vous donner un petit peu, on a essayé de ranger ça. Et finalement, on se rend compte que l'ETP, enfin, tu me diras, c'est comme toujours la recherche, on a l'impression qu'elle enfonce des portes ouvertes. Mais l'ETP, effectivement, s'appuie sur 2 grands champs de compétences de Claire, en tout cas. Le champ de l'apprentissage qui va de comment moi j'ai appris, comment j'apprends, comment ça m'est facile d'apprendre, comment j'apprends aux autres, comment je forme, comment j'apprends dans l'ETP, etc. Voilà. Et le champ du soin,
Alors, bien évidemment, là, le soin en oncologie, mais je pense que ça va bien au-delà, le champ du soin, bien au-delà qu'en oncologie. Ce qui est intéressant de les mettre à jour, hein, ça c'est la fois d'après, c'est de les mettre en débat, quoi. Parce qu'il n'est pas question, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas des affirmations, hein, c'est juste des propositions tenues pour vraies sur le réel. Une posture empathique facilite la relation pédagogique. Ben, c'est vrai. En fait, ce que ça permet, cet outil-là, enfin celui qu'on vous présente là, mais en général, ces outils, ben, voilà, comme on l'a noté là, décrire et comprendre les activités qui peuvent être mises en œuvre dans l'ETP, d'accord ? Alors, comme on vous l'a dit plusieurs fois par les professionnels et aussi par les patients, et de toute façon, c'est là où ça devient intéressant, en fait. Parce qu'on accède, quand on fait ça avec le patient, on accède finalement aux effets produits de notre activité. Et donc, on voit bien si ce qu'on tient pour vrai pour le réel, on est à côté de la plaque ou pas, quand on le fait à l'autre en face. Ça, c'est vraiment très intéressant comme outil d'analyse. On mutualise des pratiques professionnelles en ETP, parce que si on est plusieurs à faire une autoconfrontation ou une explicitation sur une activité, on va mutualiser de la compétence, mutualiser des savoirs, ou voire débattre de savoirs, et peut-être trouver des consensus pour des buts poursuivis pour des ateliers. Entendez par là par exemple, des objectifs pédagogiques. Hein. But poursuivi, ça peut être un objectif pédagogique, mais on voit bien qu'il y a des sous-buts intrinsèques au sujet, qui sont menés parfois par un postulat philosophique ou une prise de parti dans l'institution, etc. etc. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. C'est donc de mettre en image qu'est-ce qui a vraiment attrait dans les buts, par exemple, à ce qui est du conducteur et ce qui a attrait au sujet seul, parce qu'il a des intérêts là-dedans. Ça permet d'enrichir sa propre pratique en ETP, parce que je peux vous dire que de voir tout ça, moi, je l'ai fait 150 000 fois, cet atelier, mais là encore, j'ai vu des trucs. Donc je me dis, oh, voilà. Et puis, je me dis que la prochaine fois que je le fais, je ne pourrai pas être indemne d'avoir fait de l'autoconf dessus. Forcément, je vais repenser à tout ce travail-là et je vais le mener nécessairement d'une autre manière. Donc, le delta entre les deux est aussi intéressant. On a dit ça. Et puis, mettre en lumière et valoriser les savoirs professionnels, ben oui. C'est-à-dire qu'on produit du savoir. Hein. Ça, c'est vraiment le rôle de la recherche. Hein. Moi, je suis chercheur en didactique professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, mon job, c'est de définir, d'aller chercher les savoirs professionnels dans plein de métiers. Parce que c'est des savoirs qui ont été construits par les professionnels dans l'expérience, qui ne font pas partie de corpus de savoirs savants. Et nous, notre rôle, c'est de les faire émerger par l'analyse de l'activité pour pouvoir, à un moment donné, les partager et les mettre en discours. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Ça constitue du savoir en ETP.